Bonjour, bonsoir. C'est la troisième partie du thème Un grand haïtien, Jean-Jacques Dessalines. Je vais parler de la tétrarchie militaire, division du pouvoir et instabilité. Présenter les luttes d'influence entre les chefs militaires, la campagne de l'Est. En fait, l'armée indigène n'avait pas une structure pyramidale relevant d'une organisation centralisée, mais elle était dirigée plutôt par Dessalines, Christophe, Pétion et Giffard. Demeuré à Marchand la capitale, sans service de renseignement, Dessalines a dû réagir aux intrigues dans l'armée. Auprès de ses frères d'armes influents dans leur zone de commandement, Dessalines a placé ses hommes de confiance. Capois auprès de Christophe, François Germain auprès de Pétion et Moreau auprès de Giffard. On discréditait Dessalines qu'il était un danseur et ses nombreuses femmes. Pourtant, il n'était pas le seul à s'adonner à la fête et au plaisir. Vivant dans la crainte d'un retour offensif des Français qui pourrait mettre fin à l'indépendance, tous les privilégiés militaires contribuaient à ce climat de bamboche, au moment où Haïti devait entamer son processus de reconstruction. Du fait, en Afrique, au Burkina Faso, au Mali, etc., le militarisme s'arrache la vedette de nos jours. Et à cause du faux militarisme s'exerçant autrefois au détriment de la nation et de la paysannerie haïtienne, Haïti doit demeurer centrée sur elle-même, passablement indifférente à la marche de l'effervescence africaine dans son ensemble, due au retrait de l'idylle française par son néocolonialisme version 21e siècle, sans s'en remettre à des solutions autoritaires ou totalitaires. En Haïti, certains militaires noirs ou mulâtres, tels un Gérin, sont animés d'une ambition même s'ils n'ont pas les talents nécessaires de diriger les Haïtiens au sommet de l'État. Je rappelle que les Noirs en majorité étaient analphabètes et les mulâtres avaient un peu d'instruction et de jugeote. Parmi ces derniers, étant somme toute parents du blanc et forgés du temps de la colonie, à avoir un cœur reconnaissant envers les blancs, gardaient secrètement en eux-mêmes des liens sentimentaux envers la France qui se révéleront durant les années 1810 sous Pétion. Parmi les traits néfastes du militarisme haïtien, citons l'incompétence, la cruauté, le cynisme et l'indifférence envers les droits de l'homme. Toussaint Louverture avait montré le mauvais exemple par le jugement et l'exécution du général Moïse, novembre 1801. Et Dessalines en a abusé aussi. Aucun respect chez le militaire haïtien n'est dû au texte de loi ou de la procédure judiciaire. L'armée indigène a hérité de la fonction du caporalisme agraire qui pourrait entraîner le mécontentement et la révolte des cultivateurs sous la houlette du vaudou. Donc, elle était également un instrument de répression de cette religion familiale, un prélude à leur rôle dans la campagne anti-superstitieuse de 1941. Les généraux noirs et mulâtres constituaient une aristocratie. Ils étaient les détenteurs des pouvoirs politiques, économiques et législatifs. Et Dessalines n'avait pas créé cette aristocratie. Enfin, l'armée indigène était constituée d'une armée de terre, mais la branche maritime était un embryon incapable de rivaliser avec la marine française sous le leadership du mulâtre Étienne Gérin, ministre de la Guerre et de la Marine. D'où l'initiative de la piraterie entreprise par la France pour menacer Haïti après 1804. À l'instar de la France et des puissances européennes qui avaient une politique expansionniste en quête de débouchés,
et avide d'exploitation et de conquête, l'Empire d'Haïti entreprend la conquête de la partie orientale de l'île d'Hispaniola pour sa sécurité à cause du traité de Bâle 1795 mettant ce territoire sous la domination de la France. Après la reddition de Rochambeau et des troupes françaises, un contingent français sous les ordres de Ferrand s'est replié à Santo Domingo afin de poursuivre la guerre sous la forme de razzia d'Haïtiens à la frontière pour les déporter en esclavage dans les îles voisines. Mais l'équipe de Dessalines, rejetant l'alliance avec les Blancs, contrairement à Toussaint Louverture, qui a révélé une direction sur une base raciale tendant à remplacer la prépondérance blanche, n'a pas su rallier à leur cause ni les habitants de l'Est, qu'elle a traités d'Espagnols ou d'étrangers, ni les mulattes de vieille souche dont parle l'historien Jean Casimir, ceux qui sont nés de père et de mère libres à Saint-Domingue. La participation de ces derniers dans la guerre de l'indépendance, après la réunion de Plaisance entre Dessalines et Pétion, a été l'œuvre d'une alliance circonstancielle. D'une part, informé du retour de la situation à la Guadeloupe avec Antoine Richepens, et d'autre part, la politique sournoise d'extermination de Leclerc. Les mulattes de vieille souche ont mis une sourdine à la mentalité de Vincent Auger, sans oublier leur ambition de profiter de la Révolution française pour améliorer leur position sociale et politique, jugée trop humiliante et trop avilissante pour des hommes qui possédaient, au dire de l'historien Beauboin-Ardouin, des lumières, des capitaux et des propriétés. Depuis l'époque coloniale, une compétition existait entre eux et les nouveaux libres de Toussaint, qui a fini dans les atrocités de la guerre du Sud. Sans doute, pour eux, la partie orientale représentait une terre d'asile en cas de confrontation avec l'aristocratie noire, comprenant l'absence d'un pacte d'alternance au pouvoir. À la veille de 1804, il n'était pas question de conquérir ce vaste territoire, 2 fois plus étendu qu'Haïti, et situé à une distance de plus de 500 km de la base d'approvisionnement en armes et munitions de l'armée indigène. Au point que la soumission des habitants de Santiago de los Caballeros à Dessalines n'a suscité de la part de ce dernier qu'une demande de contribution de guerre de 100 000 piastres. En février 1805, un empire existait, même s'il n'était pas encore structuré. De plus, il fallait empêcher une tête de pont à une prochaine invasion française et répondre à l'insulte faite le 6 janvier 1805 par Ferrand. De février à avril 1805, la campagne de l'Est a pris fin durant le siège de Santo Domingo, sauvée par l'arrivée en mars 1805 d'une flottille française de 4000 hommes de troupes. Croyant Haïti attaqué, l'armée indigène est revenue sur ses pas, en semant des désordres à l'Est. De retour en Haïti, cet échec partiel a sonné le glas de l'invincibilité de Dessalines, mais son équipe allait élaborer la constitution impériale du 20 mai 1805. Une petite analyse de cette constitution s'impose. Je vais présenter les sous-titres. Analyse de la constitution de 1805, l'unité nationale proclamée, la rupture religieuse avec la constitution de 1801, pas de religion d'État, le Conseil d'État, pouvoir consultatif ou renforcé, le choix du bicolore noir et rouge, la justice sociale proclamée, mais les droits de l'homme négligés. L'unité territoriale n'ayant pas eu lieu en ce siècle d'annexion territoriale, l'Empire s'est empressé de proclamer l'unité nationale grâce à l'article 14 de la Constitution de 1805,
stipulant que les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de Noirs, mais les Blancs polonais ont été incorporés à la nationalité haïtienne. Une telle cohésion entre toutes les couches sociales d'Haïti était-elle encore possible? Les Noirs et les mulâtres ont été des pratiquants du catholicisme et du vaudou. Ainsi, la fille d'Alexandre Pétion s'appelle Erzulie. Est-ce une coïncidence? Après l'expulsion des Jésuites en 1760, c'est le déclin de l'Église catholique à Saint-Domingue. La Constitution de 1801, élaborée par 3 mulâtres et 7 blancs, a reconnu une religion officielle. Un article stipule: la religion catholique, apostolique et romaine est la seule publiquement professée. Cette constitution, rédigée sous Toussaint, a été sans doute un motif de friction entre lui et les cultivateurs des adeptes du vaudou, sa base de masse. Celle de 1805, rédigée par les secrétaires de Dessalines et publiée au nom des généraux de l'armée indigène, garantit la liberté des cultes. La loi n'admet pas de religion dominante en ce qui concerne les articles 50 et 51. C'est la deuxième concession de Dessalines pour se rallier la masse des cultivateurs, les anciens bossals. En n'acceptant pas de religion officielle, le conseil privé de Dessalines s'est allié sur une valeur républicaine des États-Unis d'Amérique, qui ne possède pas non plus de centre religieux, mais une multiplicité de religions, qui vont des grandes religions du monde à une infinité de micro-cultes indépendants. Sous le régime de Dessalines, profitant des obstacles à la réunion des généraux du Conseil d'État, par exemple la construction des forts et les distances à parcourir, le conseil privé, formé des secrétaires de l'empereur Jacques Ier, a pris toutes les décisions, ce qui a donné naissance à un climat d'intrigue dans la société haïtienne. Selon l'historien Claude Moïse, le Conseil d'État, formé de tous les généraux, n'a pas de fonction définie, sinon que d'assister l'empereur au gré de celui-ci, tandis que le conseil privé est composé des principaux secrétaires, Boiron-Tonnerre, Louis Bazelet, Juste Chanlat, Dupuis, etc. Le conseil privé de Dessalines, en rédigeant la Constitution du 20 mai 1805, a adopté le bicolore noir et rouge, les couleurs des bandes marronnes de l'époque coloniale. N'est-ce pas un choix de créer une base sociale à l'Empire d'Haïti qui, après la campagne de l'Est, fait face à une crise financière où les soldats ne sont pas payés? Cette crise financière est due au gaspillage, au vol et à la corruption. Un conflit permanent s'est établi entre le conseil privé et le conseil d'État. Et certaines mesures n'ont pas fait long feu, telle la justice sociale proclamée, qui a reconnu les droits des enfants naturels et légitimes. Mais la mesure répressive de la peine de mort La mesure répressive de la peine de mort a perduré au-delà du régime de Dessalines. Donc, les droits de l'homme ont été négligés. Les cas du colonel Chancy ou du commerçant anglais Thomas Tess et les cultivateurs sont fixés sur les plantations. Je vais présenter le dirigisme économique ou les sous-titres suivants. L'absence de doctrine économique cohérente, la politique agraire forcée, la politique commerciale peu structurée. Une politique économique a été aussi appliquée, qu'on a appelée le dirigisme économique. Du fait que la terre a appartenu à l'État haïtien,
et l'Empire n'a pas créé de noblesse. L'historien Jean-Renold Jean-Pierre a conclu que Dessalines a défendu les intérêts du plus grand nombre et a été un socialiste avant la lettre. La théorie socialiste du 19e siècle, se définissant au niveau de la production, c'est une juste répartition des richesses au bénéfice du plus grand nombre. Le reste est pour la dernière partie. Merci pour votre écoute.